pour délibération à la demande du ministère public. Et sur les derniers développements de la crise anglophone, nous en parlons tout de suite avec un expert des questions de paix et de sécurité. C'est un chercheur qui a travaillé sur des rapports internationaux sur le terrorisme en Afrique subsaharienne, la violence politique et le trafic des êtres humains. Joseph Leyangoula, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Cédric Pouffelé. Vous avez suivi ces deux derniers développements sur la crise anglophone avec la visite de travail du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Dièye, une visite qui intervient au moment où des exactions se multiplient dans certaines localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest, avec des écoles qui sont désormais prises pour cible par des groupes armés. Qu'est-ce qui explique déjà le choix de ces nouvelles cibles sur le théâtre de la crise anglophone? Déjà, on évolue inéluctablement vers l'escalade dans la région anglophone. Les troupes en présence ou les forces en présence, les forces séparatistes se radicalisent dans leur mode d'action. Ils mutent même d'ailleurs ce modus operandi. Au départ, ils s'en prenaient particulièrement aux cibles militaires. Désormais, les objectifs civils entrent notamment dans leur collimateur. On a vu des élèves qui ont essayé d'être enlevés. Si c'était notamment l'intervention des forces de l'ordre, il y aurait pu avoir notamment des rapts qui auraient été notamment après, ces éléments auraient exigé notamment des rançons pour libérer ces otages. On a vu l'enlèvement des étrangers, notamment des Tunisiens, avec notamment la mort d'un Tunisien. Il y a autant d'éléments qui montrent que la crise connaît une nouvelle escalade et que la situation est loin d'être résolue, que l'apaisement est aussi loin. Comment comprendre justement les mutations dans les stratégies de ces groupes armés qui choisissent désormais des cibles civiles, alors que jusqu'ici c'était les forces de sécurité et les autorités administratives? Quel est l'enjeu derrière cette mutation? L'action des forces séparatistes dans les régions anglophones vise notamment à fragiliser les piliers de l'État, et cela passe notamment dans un premier temps par la paralysie de l'action de l'État dans la région, de manière à le contraindre à abandonner ses missions régaliennes, que ce soit la justice, l'école. Il faut empêcher que ces services ne fonctionnent. Je reviens d'ailleurs d'un département, notamment je reviens de la ville de Manfé. J'ai pu sillonner par exemple le village de Kembon, où on a vu des écoles, des dispensaires, des services publics abandonnés par les populations et par les agents de l'État. C'est essentiellement ce que recherchent les terroristes, paralyser l'action de l'État. Et deuxièmement, il faut tout naturellement opérer ce que j'appelle un démembrement institutionnel de l'État, en s'attaquant au symbole de l'État et en évinçant de la région tout ce qui incarne l'autorité de l'État. C'est par exemple l'attaque et l'enlèvement du secrétaire général à la commune, ou encore l'enlèvement notamment du sergent-chef qu'on a pu observer notamment dans certaines régions du Sud-Ouest. On peut également citer des attaques mortelles portées contre le délégué des affaires du cadastre et des affaires foncières. Il y a autant de cibles qui sont prises et qui visent notamment à fragiliser la présence de l'État et à démanteler notamment tout ce qui peut comporter, tout ce qui peut incarner en tout cas l'autorité de l'État dans la région. Et parallèlement, les terroristes aujourd'hui ont une armée qu'il faut alimenter. Donc il faut identifier des poches de financement, il faut trouver des ressources, et c'est ce qui justifie notamment les enlèvements et la demande de rançon qui pourraient permettre de générer des ressources pour financer l'effort de guerre et soutenir notamment les soldats qui aujourd'hui sont impliqués dans les groupes, dans les milices armées qui opèrent dans la région. Il faut le rappeler. Différents groupes armés qui opèrent dans ces régions, cette recherche de financement est-il une preuve qu'il n'y a pas des personnes derrière qui soutiennent ces mouvements insurrectionnels, ces mouvements séparatistes? Il y a eu au départ des personnes, il y a eu au départ les vœux de fonds au niveau international qui a permis de soutenir les premières actions de ces groupes. Seulement avec la répression des forces de défense camerounaises, il y a effectivement des mécanismes qui sont activés pour bloquer les circuits financiers illicites qui pourraient alimenter la guerre dans la région. Donc il faut trouver des poches parallèles, il faut trouver des alternatives en matière de financement, et les rapts notamment peuvent servir de poche de financement efficace. Ils ont certainement vu l'exemple des autres forces séparatistes qui opèrent par exemple depuis le Nigeria. L'exemple de Boko Haram en donne la preuve, parce que les rapts ont été par exemple les principaux leviers de financement de Boko Haram, et donc c'est un modus operandi très classique pour les mouvements séparatistes, et ça tombe à point nommé pour les groupes, les forces séparatistes qui opèrent dans la région. Rappelons qu'il existe aujourd'hui 5 milices ou groupes rebelles qui opèrent dans la région. On parle de l'Ambazonia Defense Force qui est la plus active, mais il y a également la Southern Cameroon Defense Force, il y a l'armée de restauration de l'Ambazonie, et puis il y a à peu près 5 à 6 groupes d'autodéfense qui également se sont constitués. Ces milices ont une idéologie à défendre
à travers la sécession ou ce sont des groupes armés qui profitent de ce climat d'insécurité pour faire du business derrière ces prises d'otages, derrière la peur et le terrorisme. La sécession ou le sécessionnisme, c'est leur idéologie, c'est démembrer l'État du Cameroun, c'est mener des actions, des offensives armées, notamment pour fragiliser les positions de l'armée camerounaise dans la région. Seulement ici, il y a effectivement une riposte organisée des pouvoirs publics qui malheureusement provoque également des victimes collatérales et les forces séparatistes capitalisent sur les frustrations, capitalisent sur les douleurs et le sentiment de revanche des populations pour continuer de recruter et alimenter la guerre qui sévit aujourd'hui dans les régions anglophones du pays. Précisons que le ministre de l'administration territoriale estime que la situation se stabilise dans les deux régions. Paul Atangadi a prescrit des mesures, notamment l'interdiction de circulation des motos taxis. Il a renforcé le renseignement prévisionnel. Il a également demandé au gouverneur d'instaurer les couvre-feux, de les prolonger. Que pensez-vous de ces mesures prises sur le théâtre de la crise anglophone? Le gouvernement du Cameroun n'a jusqu'ici pas tiré les leçons de la gestion maladroite de la crise, notamment de l'extrême nord, la crise de Boko Haram. Ils ont pu, devant la menace de plus en plus récurrente de Boko Haram, interdire les mototaxis, ce qui a contribué notamment à fesser l'économie d'une région où la plupart des personnes qui travaillent dans le secteur informel vivent de cette activité et donc n'auront d'autre choix que de s'enrôler dans des groupes qui leur offrent, bien entendu, des rétributions, qui leur offrent un statut social, etc. Donc il faut effectivement éviter ce genre d'erreur dans la réponse. Il faut éviter également le tout sécurité dans lequel le gouvernement est en train de s'enfoncer et qui ne contribue qu'à radicaliser la situation. Il faut naturellement que les forces de sécurité camerounaises s'entourent d'un maximum de précautions. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la guerre contre l'insurrection, en tout cas l'enjeu principal d'une guerre contre-insurrectionnelle, c'est notamment la légitimité. Il faut que les autorités ou les forces de défense et de sécurité gagnent en légitimité. Les principaux enjeux qu'ils doivent poursuivre, c'est un enjeu d'image, c'est un enjeu d'adhésion, c'est un enjeu d'influence. Ils doivent gagner l'adhésion de la population, notamment pour rendre opérationnel le renseignement populaire. Sinon, il y aura une population qui entretiendra effectivement une antipathie vis-à-vis de l'armée et qui rechignera à coopérer et donc soutiendra de façon tacite les groupes séparatistes qui sont bien entendu tapis dans la population. Il y a la question du dialogue qui est très attendu. La société civile qui ne cesse de le demander, la communauté internationale également qui a mis la pression sur le gouvernement durant plusieurs mois. Est-ce que c'est un axe qui pourrait permettre de décrisper les tensions dans ces deux régions? C'est même en tout cas le point essentiel sur lequel aujourd'hui toute l'attention devait être focalisée. C'est le dialogue. Il faut rétablir le dialogue entre les différents protagonistes. Et lorsqu'on parle de dialogue, c'est un dialogue inclusif qui doit intégrer à la fois les acteurs modérés de la crise, mais qui doit aussi s'adresser, qui doit inclure notamment ceux qui aujourd'hui trouvent dans la violence un moyen d'expression. Parce qu'il y en a qui, dans la rhétorique séparatiste, ils font juste de la surenchère, notamment pour lever les demandes et obtenir après des concessions, notamment sur le fédéralisme, obtenir des concessions sur plus d'autonomie. C'est ce qu'il faut comprendre et donc engager un véritable dialogue avec ces acteurs, comprendre leurs griefs, comprendre leurs revendications. Parallèlement, il faut multiplier les actes d'apaisement. Par exemple, que font encore aujourd'hui plus de 500 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Ils sont aujourd'hui plus de 500 qui croupissent notamment dans les prisons centrales de Yaoundé, de Boya, de Bamenda, et qui malheureusement ne connaissent pas leur avenir, qui n'ont pas encore les procès ne cessent d'être renvoyés, et donc qui aujourd'hui sont emprisonnés. Pourtant, ils pouvaient incarner des voix modérées qui pourraient s'adresser aux populations et apaiser les cœurs de ceux qui aujourd'hui sont radicalisés et tenter de rejoindre les groupes séparatistes. Qui est le fils de Aya Paul, qui s'est exprimé dans l'un des reportages diffusés en ouverture du journal, qui estime que la voix des modérés n'est plus entendue et que c'est celle des radicaux qui prend de l'ampleur sur le théâtre de la crise anglophone. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Tout à fait. Je le partage parce que aujourd'hui, qui sont ceux qui sont au devant de la scène, notamment pour apaiser les tensions dans la région, c'est Paul Atangadi, qui, tout le monde, tous les Camerounais connaissent aujourd'hui la perception que les populations des régions anglophones se font de ce personnage aujourd'hui. Ils sont montés au créneau notamment pour dénoncer l'attitude que le ministre de l'administration territoriale avait affichée d'antan lorsqu'il a dit ouvertement dans les médias qu'il n'y avait pas de crise anglophone. C'est une prise d'opposition qui a durci notamment, ou qui a radicalisé les populations dans la région et qui se sont d'ailleurs pris notamment à son domicile, etc. Donc c'est lui aujourd'hui qui est au devant de la scène, c'est lui qui est envoyé pour dialoguer, pour apaiser la situation. Et c'est ce qui démontre par-dessus tout que le gouvernement n'a pas compris les ressorts de cette crise.
soit ils sont vraiment dans un pur cynisme où il faut davantage radicaliser, davantage encourager l'escalade, soit ils n'ont pas compris les ressorts de la crise et donc se trompent notamment sur le diagnostic et sur le profil des personnes qui devraient servir d'interlocuteurs entre le gouvernement et les protagonistes de cette crise. Que faut-il faire dans l'urgence pour sortir de cette crise? Nous sommes en pleine année électorale. On a suivi de nombreuses tensions qui ont émaillé le processus des sénatoriales dans certaines localités du sud-ouest. La situation pourrait être pire au fur et à mesure qu'on évolue en cette année électorale. Que faut-il faire, Joseph Leyangoula? Il faut un véritable dialogue avec tous les acteurs. Dialoguer avec les forces séparatistes, dialoguer avec ceux qui s'engluent dans la surenchère sécessionniste, dialoguer avec les acteurs modérés qui ont appelé au fédéralisme, mais aller même au Nigeria et dialoguer avec ces populations qui sont réfugiées dans les États de Cross River, dans les États de Benue, dans les États de Taraba, et qui aujourd'hui sont complètement perdus et n'ont pas le soutien des pouvoirs publics. Il faut les rencontrer pour apaiser ces esprits, ramener ces populations sur le territoire, leur envoyer le message que nous avons besoin d'eux. Ils font partie de la nation et ils doivent rester notamment sur le territoire camerounais. Parallèlement, il faut apaiser les cœurs, comme je l'ai dit. Il faut à la fois veiller à ce que l'action des forces de défense et de sécurité soit suffisamment contenue de manière à limiter les victimes collatérales pour qu'il n'y ait pas effectivement des sentiments de revanche qui naissent dans les cœurs des populations et pour que les troupes séparatistes n'apparaissent pas aux yeux des populations comme des forces de protection. Parce que si on continue avec ces dérives militaires, si on continue avec des bavures, on aura effectivement des forces séparatistes qui apparaîtront aux yeux des populations comme des unités de protection et donc gagneront en légitimité et gagneront effectivement en sympathie et ce qui ne contribuera qu'à engluer la situation et à l'enliser en tout cas. Merci Joseph Leyangoula. Je précise que vous êtes spécialiste des questions de paix et de sécurité en Afrique subsaharienne. Vous avez travaillé avec des organismes internationaux sur des rapports sur le terrorisme. Dans le reste de l'actualité, une découverte macabre a été effectuée lors des contrôles routiers.